Imagine la scène. Tu te tiens dans l'ombre de colonnes de pierre titanesques, leur fût zébré de traces d'outils, cicatrices d'une urgence rageuse. L'air brûle d'une chaleur de désert, chargé d'une poussière qui a le goût de calcaire pilé et de prières oubliées. Tout autour, des ouvriers abattent leurs marteaux sur les parois antiques, effaçant des noms, des visages, des histoires entières gravées dans la pierre. Le vacarme roule comme un tonnerre dans les salles vides de Karnak. À chaque coup, s'efface un fragment d'une révolution qui avait juré de remodeler le monde. Nous sommes en 1334 avant notre ère. Le pharaon qui osa défier 3 millénaires de tradition est mort. Sa ville est abandonnée. Son dieu a été relégué à l'oubli. Et son nom, Akhenaton, celui qui est utile à Laton, est systématiquement ciselé de chaque surface d'Égypte, comme s'il n'avait jamais existé. Pourtant, 18 ans plus tôt, ce même homme se dressait comme le souverain le plus puissant de la terre, commandant des armées déployées de Nubie jusqu'à l'Euphrate. Il tournait ses yeux vers le disque solaire et proclamait que tout ce qu'avaient cru ses ancêtres était mensonge. Avant de plonger dans cette histoire oubliée, faite de révolutions divines et de liens familiaux qui choquèrent même l'Égypte ancienne, une courte parenthèse. Si tu aimes découvrir les vérités cachées de l'histoire, laisse un commentaire pour dire d'où tu écoutes et abonne-toi pour continuer cette exploration. J'aime l'idée que, de points différents du globe, nous marchions ensemble parmi ces ruines reliées par une même curiosité. La métamorphose commença en silence. En 1353 avant notre ère, un prince adolescent nommé Amenhotep IV monta sur le trône d'Égypte. Son père, Amenhotep III, venait d'achever 38 années d'une prospérité inouïe, laissant des temples qui scintillaient d'or et un royaume qui embrassait l'horizon connu. Le jeune pharaon aurait pu se contenter de suivre le sentier tracé depuis des millénaires, honorer Amon-Rê, le roi des dieux, et maintenir l'ordre cosmique qui avait protégé l'Égypte durant des siècles. Mais quelque chose brûlait en lui. Peut-être la ferveur avec laquelle il contemplait le soleil levant au-dessus du Nil. Peut-être des murmures de prêtres parlant de Laton, le disque solaire, non plus comme un visage parmi d'autres de Rê, mais comme l'unique. Peut-être plus profond encore, une vision surgit en rêve, une voix qui semblait parler du cœur même du soleil. La cour de Thèbes, au début des années 1350, offrait l'éblouissement d'une puissance antique. Des complexes monumentaux dominaient la ville, leurs pylônes dressés comme des montagnes artificielles sous le ciel du désert. Le temple de Karnak employait des milliers de prêtres, scribes, artisans et serviteurs. Ces trésors débordaient des tribus apportées par les pays soumis. L'or de Nubie, le cèdre du Liban, le lapis-lazuli d'Afghanistan, l'ivoire venu du cœur de l'Afrique. Le grand prêtre d'Amon pesait d'un poids presque égal à celui du pharaon, dirigeant non seulement la vie religieuse, mais aussi d'immenses domaines agricoles qui produisaient une part essentielle de la richesse du pays. C'est dans ce monde chargé d'antiques certitudes qu'entra un jeune homme décidé à tout remettre en cause. Les témoignages contemporains décrivent Amenhotep IV comme physiquement distinctif. Grand, élancé, la tête allongée, les épaules étroites, les hanches larges, une silhouette androgyne. Plus tard, des artistes pousseraient ses traits jusqu'à la caricature. Mais dès la jeunesse, le prince détonnait par rapport à l'idéal de virilité royale. Son éducation, pourtant, fut celle de tous les enfants royaux. Lecture et écriture des hiéroglyphes, mathématiques et astronomie, tactique militaire et art de gouverner. Et pourtant, dans ce cursus convenu, une semence de rupture prit racine. Peut-être dans les écoles des temples, où il découvrit des hymnes à Laton qui plus tard nourriraient sa métamorphose. Peut-être dans ses conversations avec des diplomates étrangers, porteurs d'échos lointains de ferments monothéistes. Dès sa 4e année de règne, Amenhotep IV lança à Karnak la construction de sanctuaires dédiés à Laton, à l'ombre même du plus grand sanctuaire d'Amon. Les prêtres, inquiets, lorgnaient ce jeune roi qui hissait une divinité solaire encore secondaire au-dessus de leur dieu plurimillénaire. Mais les premiers signes de révolution n'apparurent pas dans des édits. Ce fut l'art qui changea d'abord. La rigidité hiératique des poses éternelles céda la place à quelque chose de bouleversant par son intimité. Le relief montra la famille royale sous les rayons déployés du disque solaire, chaque rayon se terminant par une petite main tendant l'Ankh, le signe de vie.
Pour un peuple dont l'art s'astreignait depuis 3000 ans à fixer non le fugitif, mais l'intemporel, à modeler l'éternité et non l'instant, cette irruption d'émotions humaines, ces scènes saisies sur le vif furent un choc. La reine Néfertiti se tenait aux côtés du roi, non en icône distante, mais en femme vivante, respirante. Les alliances matrimoniales se nouaient d'ordinaire au bénéfice du politique. Pourtant, les sources contemporaines laissent entrevoir un lien amoureux entre Akhénaton et Néfertiti, sans précédent à ce niveau de publicité dans la maison royale. Leurs filles, Méritaton, Makhétaton, Ankhésenpaaton et celles qui suivirent, furent représentées comme de véritables enfants, bras tendus vers leurs parents, jouant sous le regard bienveillant du nouveau dieu. Les noms aussi étaient une proclamation. Méritaton signifie « bien-aimé de Laton ». Ankhésenpaaton se lit « elle vit pour Laton ». En nommant ainsi ses filles, Akhénaton fit de la théologie une affaire de famille, proclamant que ses enfants n'étaient pas seulement de sang royal, mais des incarnations de la faveur divine. À Thèbes, les prêtres d'Amon grondaient. Depuis des millénaires, ils régentaient la vie spirituelle de l'Égypte, présidaient les plus vastes temples, contrôlaient des domaines immenses et captaient la plus grande part du tribut. Leur cosmogonie était d'une complexité foisonnante, panthéon de centaines de dieux, récits de création enchevêtrés, rites funéraires élaborés promettant l'au-delà à ceux qui pouvaient financer momification et tombes. Et voici qu'un jeune pharaon laissait entendre que tout cet édifice, fondation même de la civilisation égyptienne, n'était que superstition. Les répercussions économiques, elles, s'annonçaient vertigineuses. À Karnak, disait-on, le temple d'Amon possédait plus de 80 000 serviteurs, des troupeaux par centaines de milliers et près de 900 000 carrés de terres agricoles. Le clergé contrôlait environ un tiers des terres cultivables du pays. Élever Laton au-dessus d'Amon, c'était faire vaciller le système économique le mieux huilé du monde ancien. En sa 5e année de règne, Amenhotep IV lança un défi qui résonne encore. Il renonça au nom qui honorait Amon. Désormais, il s'appellerait Akhénaton, efficace pour Laton, utile à Laton. Sa reine devint Néfer-Néferuaton Néfertiti, belle et la beauté de Laton. Leurs filles furent rebaptisées pour mieux louer le disque solaire, et la ville même allait se métamorphoser. Mais la métamorphose ne suffisit pas. Dès la 6e année, Akhénaton prit une décision qui sidéra la cour et glaça le peuple. Il abandonnerait Thèbes. Entre Memphis au nord et Thèbes au sud, il fonderait, de rien, une cité entièrement consacrée à Laton. Il l'appela Akhétaton, l'horizon de Laton. La rupture était totale. Thèbes, centre religieux et politique depuis 5 siècles, abritait les tombes des ancêtres du roi. Ses palais hébergeaient la machine administrative d'un empire. Sa population réunissait les meilleurs artisans et les scribes les plus savants. Tourner le dos à tout cela pour un ruban de désert exigeait une confiance démesurée ou une mégalomanie périlleuse. Le site choisi, sur la rive orientale du Nil, à quelque distance au nord de Thèbes, n'avait pas d'occupation notable. Des falaises calcaires le ceinturaient comme un amphithéâtre naturel, et chaque matin, le soleil semblait jaillir de ses parois, offrant un rituel quotidien qui validait la théologie nouvelle. Terrain vierge, nul souvenir des anciens dieux, une page blanche pour inscrire la vision. Le chantier démarra aussitôt, mobilisant des dizaines de milliers de bras. On ouvrit des carrières dans les falaises pour fournir le calcaire des fondations. On importa des matériaux d'exception de tout l'Empire. Granit d'Assouan, grès de Nubie, cèdre du Liban. Le Nil devenait l'artère logistique qui acheminait blocs et bois. Akhétaton sortit de terre à une vitesse stupéfiante grâce à une technique innovante. L'usage de blocs standardisés, les talatates, mesurant environ 20 sur 10 sur 15 pouces, assez légers pour être portés par un homme, ce qui accélérait la pose sans renoncer à l'échelle monumentale requise par l'architecture royale. En 2 ans, l'essentiel du tissu urbain était en place. Palais, temples, bureaux de l'administration, quartiers d'habitation pour les dignitaires qui avaient suivi le pharaon dans le désert. La ville s'étirait le long du fleuve sur près de 5 miles, environ 8 kilomètres, la zone royale occupant le centre, les quartiers résidentiels se déployant vers le nord et le sud. Une grande voie reliait les ensembles palatiaux et permettait au roi de passer de sa résidence officielle à ses appartements privés sans quitter l'enceinte royale.
Au cœur de la cité, le grand temple de l'Aton couvrait environ 800 par 300 mètres. Contrairement aux sanctuaires égyptiens traditionnels, lieux d'ombre et de mystère dont le Saint des Saints n'était accessible qu'aux prêtres, ce temple était entièrement ouvert au ciel. Il se composait de cours successives reliées par des salles à colonnes, des centaines de tables d'offrandes alignées en rang régulier. Nulle paroi ne barrait les rayons du soleil. Pas de chambre cachée, pas de rituel secret, pas de mythologie opaque. Le Dieu était le soleil visible, offert à tous, ne requérant aucun intermédiaire. La théologie d'atonisme qui mûrit à Akhénaton surprend par sa cohérence. Loin du panthéon composite et pluriel, l'Aton était posé comme créateur unique, source de toute vie, autorité suprême manifestée par le disque lumineux. Le grand hymne à l'Aton, gravé dans la tombe du courtisan Haï, et peut-être composé par Akhénaton lui-même, livre un aperçu de cette pensée. Combien multiples sont tes œuvres. Dieu seul, sans pareil, tu as créé le monde selon ton désir, alors que tu étais seul. Tous les hommes, le bétail, les bêtes sauvages, ceux qui marchent sur la terre et ceux qui volent dans le ciel. Le parallèle avec le psaume 104 de la Bible hébraïque a été souvent relevé. Notons toutefois, méthodologiquement, que les spécialistes divergent sur l'ampleur et la direction d'éventuelles influences. Ressemblance ne prouve pas dépendance. À sa 9e année, Akhénaton transféra sa cour entière dans la nouvelle capitale. La famille royale s'installa dans un complexe palatial qui courait sur plus d'1 mille le long du fleuve. Des jardins plantés d'essences venues de tout l'Empire fleurissaient, irrigués par des canaux dérivés du Nil. Des volières abritaient des oiseaux de Nubie et de Syrie. Des bassins miroitèrent le ciel, donnant l'illusion que la lumière de l'Aton pénétrait jusqu'aux salles enterrées. Là encore, l'architecture rompait avec l'habitude. Les palais égyptiens, forteresses de la distance sacrée, laissaient place à des fenêtres larges, des cours ouvertes, des jardins qui amenaient la nature au cœur de la résidence. Les murs peints figuraient plantes et animaux avec un naturalisme minutieux. On célébrait le monde vivant davantage que la toute-puissance humaine. Pour les courtisans, la vie à Akhénaton devait mêler exaltation et inquiétude. Ils participaient à une expérience sans précédent, réorganiser une civilisation entière autour d'une vision religieuse. La journée de cours se calait sur la course du soleil. Célébration du matin avant l'aube pour accueillir l'astre. À midi, rite au zénith quand la force de l'Aton est à son comble. Le soir, rituel plus grave, reconnaissant la victoire passagère de l'ombre, confiant toutefois dans le retour de la lumière. Le roi et la reine offraient pain, bière, viande, fleurs. Les prêtres chantaient, les dignitaires prenaient place selon un ordre strict. À chaque heure, le même message. La vie et la puissance procèdent du disque visible. Mais même au paradis, la succession obsède. Néfertiti donna à Akhénaton 6 filles, pas de fils pour l'héritage. Dans l'univers rigide des pharaons, c'était une crise. La légitimité mêlait le sang, la religion, la politique. Être reconnu par le clergé, accepté par l'armée, capable de maintenir le prestige international. Or, la révolution religieuse compliquait tout. L'héritier devrait être un atoniste convaincu, sous peine de voir restaurer, sitôt le roi mort, l'ancien culte. Beaucoup de candidats des branches cadettes, acceptables en temps normal, devenaient suspects par leur penchant théologique. La solution, alors, prit une forme qui heurtait même les normes royales d'Égypte, ce que l'époque admettait, mariage fraternel au sommet, se systématisa d'une manière inédite. Après la disparition mystérieuse de Néfertiti autour de la 12e année de règne, mort, disgrâce ou transformation en co-régente sous un autre nom, les égyptologues se divisent. Akhénaton se tourna vers ses filles pour souder dynastie et révolution. Cela commença par nuances. Dans les reliefs des dernières années, l'aînée, Méritaton, apparaît à des places réservées d'ordinaire à la grande épouse royale. Elle se tient près de son père pendant les cérémonies, reçoit les rayons vivifiants de l'Aton, porte les insignes de la royauté féminine. Vers la 13e année, elle devint officiellement grande épouse royale, avec tout ce que cela suppose. Rôle cérémoniel et attente d'une descendance. Elle avait probablement 16 ans. On ignore ce qu'elle ressentit, comment le savoir. Mais on devine la difficulté intime. Elle avait grandi dans un décor qui exaltait la tendresse familiale. Les parois des palais la montraient enfant, jouant sous les mains rayonnantes du dieu.
La voici sommée de transmuter l'amour filial en dévotion conjugale, de devenir à la fois fille et épouse. La justification théologique n'était pas improvisée. Dans les hymnes, Laton est décrit comme père et mère, contenant les principes masculins et féminins. La famille royale, reflet terrestre du divin, devait figurer cette unité cosmique. En épousant sa fille, Akhénaton donnait une image terrestre de l'auto-engendrement du dieu. Les enjeux pratiques comptaient autant. Toute fille reine pouvait donner le fils tant espéré, assurant la pérennité de l'atonisme, et maintenir la succession au plus près évitait de légitimer des branches rivales. Un enfant né de ces unions serait doublement royal, concentration de sang sacré inégalée. Méritaton demeura grande épouse environ 3 ans. On la voit, durant cette période, en bonne place dans les reliefs et jusque dans la correspondance diplomatique. Les lettres d'Amarna mentionnent la fille du roi, la reine, indice qu'à l'étranger on reconnaissait son rang. Elle eut peut-être des enfants, les indices restent ambigus, leur sort inconnu. Autour de la 15e année, tout se complique. Méritaton épouse Smenkhkarê, personnage énigmatique, frère, fils ou héritier adoptif d'Akhénaton. Situation inédite. La fille reine devient simultanément épouse de 2 pharaons, son père Akhénaton et son co-régent Smenkhkarê. Politiquement, l'opération s'éclaire si l'on tient compte des difficultés extérieures. Les lettres d'Amarna peignent un royaume sous pression, menacé au dehors, fissuré au dedans. Des cités vassales de Syrie-Palestine tombent, des révoltes couvant en Nubie. Il fallait un co-régent pour la guerre, tandis qu'Akhénaton se concentrait sur le culte. Smenkhkarê, vigoureux, âme de Rê, fut sans doute choisi pour fournir ce bras armé. Son mariage avec Méritaton l'ancrait dans la dynastie et traçait une ligne de succession favorable à l'atonisme. Libéré de ce côté, Akhénaton éleva à la dignité de grande épouse sa fille suivante, Ankhésenpaaton, à peine 13 ou 14 ans. Son nom, elle vit pour Laton, allait, tragiquement, tenir ses promesses. Sa promotion marqua l'extrême de cette politique familiale. Là où Méritaton avait au moins atteint la maturité physique, Ankhésenpaaton était encore une enfant. On la voit, dans des reliefs troublants de l'époque d'Amarna, en parure de reine, sous les rayons de Laton, mimant la posture autrefois réservée à Néfertiti. On n'a pas besoin d'insister. Le bouleversement intime dépasse les mots. Les autres filles, Néfer-Néferuaton Tachérit, Néfer-Néferourê, Sétépenrê, grandissaient dans un palais où des sœurs devenaient des belles-mères, où les frontières du familial se dissolvaient pour servir une abstraction théologique. Les plus jeunes ne comprenaient sans doute pas, les aînés voyaient que leur avenir suivrait peut-être le même tracé. Ces unions ne furent pas purement cérémonielles. Dans la tombe royale d'Amarna, des scènes intimes montrent Akhénaton avec ses filles épouses, écho des tendres tableaux domestiques de l'époque de Néfertiti. L'iconographie suggère de véritables relations conjugales. La mort de Makhétaton, une autre fille, fournit une preuve tragique. Les bas-reliefs la montrent allongée sur une couche d'accouchement, des sages-femmes s'affairant, une nourrice tenant un nouveau-né. Tout indique une mort en couche, peut-être après avoir mis au monde l'enfant de son propre père. L'identité du géniteur n'est pas établie par les images et méthodologiquement, rappelons-le, l'interprétation reste débattue. Mais, replacée dans le contexte des mariages père-fille, la scène donne le vertige. Et dans un monde où la maternité était déjà périlleuse, la précocité l'était davantage. Pendant que la maison royale s'enferrait dans ses arrangements, le monde extérieur se défaisait. Les lettres d'Amarna, ces tablettes d'argile retrouvées dans les ruines de la chancellerie, relatent la négligence accrue des affaires internationales. Les vassaux supplient, demandent des archers, des renforts. Ô roi, mon seigneur, mon Dieu, mon soleil, message de Rib-Hadda, ta poussière, écrit le gouverneur de Byblos. Que le roi pense à sa ville et envoie des archers, sinon, cette année, les terres du roi périront. D'autres voix s'élèvent, le chef de Jérusalem, le roi du Mitanni. Les réponses, quand elles arrivent, promettent sans agir. Le pharaon, absorbé par ses cultes et ses calculs dynastiques, se détourne de l'empire que son père avait maintenu par la force. Les ennemis observent, testent les frontières. À l'intérieur, le clergé d'Amon n'a pas disparu. Il s'est tari en surface, coule en souterrain. Dans les temples de province, on sert encore les anciens dieux à demi-voix, en attendant le retour de l'ordre.
Les fouilles suggèrent que l'atonisme ne pénétra jamais en profondeur hors de la cour. Le peuple, privé de ses divinités familières, continua chez lui des gestes anciens, tout en saluant, officiellement, la révolution solaire. L'économie souffrait. Les domaines transférés d'Aemon à Laton exigeaient de nouvelles administrations et des hommes sûrs. Des circuits commerciaux, saturés de rites et de garanties religieuses, se brisaient, parce que des partenaires refusaient de reconnaître les prêtres atonistes. L'effort colossal pour bâtir et entretenir Akhénaton siphonnait les ressources d'autres chantiers. Et dans tout cela, Laton, dieu abstrait, lointain, ne parlait pas au cœur comme Isis, Hathor ou d'autres divinités protectrices capables d'entendre la plainte des humbles. Là où la religion traditionnelle promettait l'au-delà à qui vivait selon Maat, offrait fêtes, processions, consolations, l'atonisme donnait la bienveillance distante d'un disque. Même l'art, si libérateur au début, prit des inflexions dérangeantes. Les traits exagérés de la famille royale, au départ compris comme un pas vers le réalisme, devinrent grotesques. Akhénaton, crâne étiré, poitrine pendante, hanches larges, autant de symboles, peut-être, de l'androgynie divine, mais l'image d'une royauté déconcertante, aux antipodes de l'autorité virile traditionnelle. Les scènes de la vie domestique, charmantes d'abord, se compliquèrent à mesure que les liens de parenté s'enchevêtraient. Comment, visuellement, signifiait un mariage père-fille dans un langage iconique qui ne l'avait jamais codé? Les artistes improvisèrent, la beauté demeurait, l'inquiétude, elle, s'installait. Dans les dernières années, les fissures s'élargirent. L'empire d'Asie se désagrégea, les filles moururent, peut-être en couches, fragilisant la mécanique successorale. Smenkhkare, le co-régent censé assurer la continuité militaire, s'effaça à son tour des sources. Le roi, qui s'était proclamé unique intercesseur entre ciel et terre, se retrouva isolé. Les grands dignitaires, jadis enthousiastes, prirent leur distance. Certains, sans bruit, tendirent la main au clergé d'Amon, anticipant la restauration. La magnificence d'Akhénaton ne parvenait plus à masquer l'échec vécu. Dans les couches archéologiques tardives, on lit la pauvreté croissante, l'atelier déserté, les maisons abandonnées. La population, peut-être 50 000 âmes au sommet, s'étiola, attirée ailleurs par de meilleures chances, rebutée par l'incertitude politique. La révolution religieuse, si inventive, raidirait à son tour. Les images se répétèrent, mécaniques, la famille sous les rayons, le disque dispensant la vie, le roi officiant avec ses filles épouses. La spontanéité des débuts cédait au formulaire. Au dehors, les Hittites raillaient la faiblesse égyptienne. Les alliés doutaient d'un pharaon incapable de défendre ses propres marches. Les mariages diplomatiques fastueux du règne d'Amenhotep III se tarirent. Akhénaton regardait dedans, non dehors. En sa 17e année, vers 1336, il mourut. Les circonstances se dérobent, pas de meurtre avéré, pas de peste, pas de chronique larmoyante. Peut-être l'usure d'une quête obsessionnelle, peut-être la pression psychique de ses arrangements familiaux et le poids d'un royaume vacillant. Des hypothèses avancent une pathologie génétique, Marfan ou autre, pour expliquer l'aspect singulier et une vie plus brève. Gardons prudemment que l'inceste dynastique augmentait le risque de troubles héréditaires et que ce qui devait préserver la pureté divine put contribuer à la fragilité biologique de la lignée. Son successeur immédiat fut probablement Néfer-Néferuaton, figure ombreuse. Peut-être Néfertiti sous un nom de règne, peut-être une fille reine gouvernant en son nom propre. Elle régna brièvement, 2 ans peut-être, tenta d'entretenir le feu atoniste tout en affrontant des urgences que son prédécesseur avait laissées. Et si, fascinant de l'histoire égyptienne, une femme aurait-elle pu sauver l'essentiel de l'innovation, en l'assouplissant face au réel? Mais déjà, la restauration s'armait. Le clergé traditionnel, l'armée, la bureaucratie, marginalisée sous Amarna, n'avaient pas été anéantis. Ils virent dans la mort d'Akhénaton l'ouverture qui leur manquait. L'enfant appelé à devenir le pharaon le plus célèbre surgit de ce lacis de parenté et d'intrigue. Tout en Caton, âgé de 8 ou 9 ans, monta sur le trône. Sa parenté reflète les complications génétiques des mariages d'Akhénaton. Ses parents étaient frères et sœurs, très probablement Akhénaton et une de ses sœurs épouses. Ce garçon à peine conscient des forces qui l'entouraient allait devenir l'instrument d'un abandon, quitter l'expérience d'Amarna et revenir aux dieux d'hier. Autour de lui, des hommes aguerris tenaient les rênes.
Aïe, personnage âgé, peut-être père de Néfertiti, conseiller durant tout Amarna, tirait les ficelles. Horemheb, général en chef, apportait la force armée. Ils avaient revu le chaos des dernières années. Ils étaient convaincus qu'il n'y avait de salut que dans le retour. L'épouse du jeune roi n'était autre qu'Ankesenpaaton, la même que l'on avait vue élever grande épouse dans les derniers temps d'Akhénaton, devenue bientôt Ankesenamon. Cette femme avait tout vécu des paradoxes d'Amarna. Fille, épouse, belle-mère selon les combinaisons, la voici reine d'un enfant qui pouvait être son demi-frère, son fils, son neveu. Leur mariage offrait un fil de continuité tout en rendant possible la bascule du régime. La restauration commença vite. En 3 ans, l'enfant pharaon changea son nom. Toutankhaton devint Toutankhamon, rendant hommage à Amon. On abandonna Akhénaton pour Memphis. Les grands temples de Laton furent fermés, leurs prêtres congédiés, les trésors transférés au sanctuaire des dieux restaurés. À Karnak, une stèle royale proclama la restauration. Elle peignit les sanctuaires tombés en ruine, envahis d'herbes, les dieux détournant la face. Un pays sans dessus-dessous, privé d'oracles, où l'on implore sans réponse. Ce langage n'accuse pas tant l'hérésie que la rupture de l'accord cosmique. On veut réparer, rétablir, soigner. Punir vient après. Sous la houlette d'Aï et d'Horemheb, on versa des ressources dans les temples délaissés. On remit le clergé d'Amon à sa place d'honneur. On raviva mythes et rituels que l'atonisme avait dénoncés. L'économie suivit. Restitution des domaines confisqués, compensation pour pertes et troubles subis, réouverture des circuits commerciaux altérés par la Révolution. L'art, lui, revint au canon. Adieu le naturalisme d'Amarna, retour aux silhouettes idéales, fin des scènes domestiques si particulières, place à la majesté intemporelle du roi devant les dieux. Même l'architecture se referma. Les temples à ciel ouvert cédèrent aux sanctuaires clos. Les palais réaffirmèrent la distance entre le souverain et les mortels. Le plus implacable, pourtant, allait se produire après la mort précoce de Toutankhamon, vers 19 ans. Puis, le règne bref d'Aï. Horemheb saisit la couronne et lança une entreprise d'effacement historique dont la minutie glace encore. Chaque mention d'Akhénaton fut burinée, chaque statue brisée. La capitale révolutionnaire fut démontée pierre à pierre, ses talatats réemployés dans d'autres chantiers. Les listes royales composées plus tard sautèrent d'Amenhotep III à Horemheb comme si 18 ans n'avaient pas existé. Pour un Égyptien, la pire des morts n'était pas physique, c'était l'oubli, la seconde mort qui réside dans l'effacement du nom. À Akhénaton, on infligea cela, et à ses filles épouses, à sa cité, à son Dieu unique. Pendant plus de 3 millénaires, l'opération d'oubli réussit en grande partie. Il fallut attendre la fin du XIXe siècle pour que des archéologues, fouillant Amarna, recomposent les contours de la Révolution. Les sciences modernes révélèrent l'intime coût humain. Les analyses génétiques confirmèrent les unions consanguines et les défauts héréditaires chez Toutankhamon, chiffres silencieux sur la souffrance réelle qu'ils impliquaient. Aujourd'hui, au milieu des ruines d'Akhénaton, on croit encore entendre l'écho des marteaux sur la pierre, effaçant des noms, des visages, des rêves. Le pharaon qui maria ses filles au service de son Dieu, qui déclara faux tout l'héritage de son peuple, demeure suspendu dans cet instant d'audace où la vision d'un seul a heurté le poids de 3000 ans de tradition, ne laissant, dans le vent du désert, que des chuchotements de ce qui aurait pu être. Sur quelques points, pour conclure avec méthode, l'identité exacte de Néfer-Néferuaton, Néfertiti ou une fille reine, la nature du lien entre Smenkhkarê et Akhénaton, l'interprétation des scènes funéraires de Makhétaton, les diagnostics rétrospectifs sur l'apparence d'Akhénaton et les influences possibles entre hymnes atonistes et traditions voisines font l'objet de débats nourris. Les divergences des sources invitent à l'humilité. Ce que nous connaissons tient à des reliefs brisés, des stèles lacunaires, des tablettes incomplètes, et à une volonté, jadis, de faire taire jusqu'au souvenir. Pourtant, malgré l'oubli organisé, quelque chose résiste. Il suffit de regarder le soleil se lever au-dessus des falaises d'Amarna. On comprend alors ce qui, un matin, a saisi un jeune roi, et ce que l'histoire, implacable, a repris.